Oui, OK. Mais en première partie, la guerre en Ukraine, on en parle moins de ce temps-ci. Euh, et je pense que c'est parce qu'il y a des choses qui se passent qui ne font pas plaisir à nos médias et à nos politiciens en Amérique du Nord puis en Europe. Euh, alors, on a rejoint avant l'été dernier, on a reçu Mme Christelle Néant, qui est journaliste indépendante, basée à Donetsk, dans la République populaire de Donetsk, dans le Donbass, mettons. C'est elle qui a fondé et dirige le site Internet que je vous invite à consulter régulièrement, c'est le Donbass Insider. Et on a voulu la rejoindre pour savoir ce qui se passe chez eux, ce qui se passe dans cette guerre dont on n'entend pas parler. Alors, elle est avec nous et ça fait plaisir de la revoir ici par Skype. Madame Christelle Néant. Bonjour, Christelle. Bonjour, Bon, ravi de vous retrouver. Heureux de vous retrouver aussi et de savoir que vous êtes en bonne santé. Ouais, ça va, ça peut aller. Oui. Ben, juste peut une aller. question. Vous êtes à Donetsk ou dans la région. Est-ce que vous avez de l'électricité? Oui, 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 on a de l'électricité, ça fonctionne. La seule chose qu'on a par beaucoup d'interruptions, c'est l'eau, en Ah, fait. OK. C'est l'eau où on a un gros problème depuis le début de l'opération spéciale, puisque côté ukrainien, ils ont en fait fermé le robinet, puisque le canal d'eau qui approvisionne entre autres la République populaire de Donetsk est toujours pour l'instant dans la zone qui est sous contrôle de l'Ukraine, donc vers Ouais, Slaviansk. Et ouais. donc, ils ont fermé ce robinet. Donc, on tourne sur des réserves locales qui sont assez limitées. Donc, on a actuellement plus ou moins de l'eau une fois tous les 3 jours, une fois parfois tous les 6 jours. Ouais. Et côté les écoles sont ouvertes, est-ce que la vie continue un peu comme avant? Oui, 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 les écoles sont ouvertes. Bien sûr, dans les villes comme Donetsk qui sont régulièrement bombardées, les élèves étudient en distanciel pour des Oui. raisons évidentes de sécurité. Mais à Mariupol, par exemple, j'avais assisté à la rentrée des classes. Les Mhm. élèves sont retournés à l'école, sont retournés en classe. Ils étaient d'ailleurs, dans l'ensemble, assez contents, sauf bien sûr toujours la proportion qui aime pas beaucoup l'école, bien entendu. Ouais. Mais dans l'ensemble, les élèves étaient contents de retrouver une vie relativement normale. Donc, dans l'ensemble, ici, à part les bombardements, les gens vivent une vie relativement normale, quoi. Ouais. Bon, sur la question, on va aller dans le vif du sujet. Vous avez écrit sur la déclaration de Madame la présidente de l'Union européenne, Ursula von Leyen, qui a annoncé qu'il y avait au moins 100 000 morts parmi les soldats ukrainiens. Quel a été l'effet de cette annonce et qu'est-ce qui est arrivé au chiffre qui a quand même connu un chemin un peu tortueux? Ouais, alors, cette déclaration, ça a fait un gros choc, entre autres côté ukrainien. Vladimir Zelensky a dit que c'était pas vrai, que eux seuls avaient le droit de donner des chiffres. Donc, bien entendu, dans la foulée, Madame von der Leyen et son administration ont recoupé la vidéo qu'elle avait publiée initialement sur Twitter. Donc, ils ont enlevé la vidéo complète avec le chiffre. Ils ont republié une version avec 10 secondes de moins. Et ils ont aussi amputé le texte qu'ils avaient publié sur le site de la Commission européenne. Bon, manque de chance pour eux. Moi, j'avais sauvegardé le texte. J'avais fait une capture d'écran du texte de la press release, de la conférence de presse, et j'ai des camarades qui avaient sauvegardé l'original de la vidéo. Donc Internet se souvient de tout. Ce chiffre me semble même d'ailleurs sous-estimé encore, hein, parce Mhm. que lors des batailles, entre autres dans la région de Kherson, et puis là actuellement près de Bakhmout, Artyomovsk, c'est de véritables hachoirs à viande pour les soldats ukrainiens. Ils perdent plusieurs centaines d'hommes par jour. Donc, d'après les calculs d'un certain nombre de groupes, soit de blogueurs qui font de ce qu'on appelle de la recherche OSINT, hein, donc de Mhm. la recherche avec les sources ouvertes, etc., on serait même plus proche des 200 000 que des 100 000. Mais pour moi, la déclaration de Mme von der Leyen est une tentative d'essayer euh,
d'admettre sans admettre l'étendue des pertes ukrainiennes, c'est-à-dire les chiffres ridicules qui sont donnés par Kiev, où ils nous disent 10 000 ou 13 000 morts selon la personne qui parle, sont tellement ridicules qu'à un moment, en fait, au niveau de l'Union européenne, ils se sont dit que, on sait bien qu'au niveau propagande, comme disait Goebbels, plus que c'est gros, plus ça passe, mais quand même, il y a un moment où, quand vous avez des images maintenant qui sont régulièrement publiées, de cimetières ukrainiens où vous voyez des océans de drapeaux ukrainiens, c'est-à-dire des océans de tombes militaires, raconter qu'il y a 10 000 morts ou 13 000, c'est absolument intenable. Donc, ils ont essayé de trouver un juste milieu en disant, bon, allez, on va pas dire qu'il y en a 200 000, mais on va dire qu'il y en a 100 000, histoire de dire, oui, effectivement, il y en a beaucoup, mais on pousse pas le curseur jusqu'au chiffre réel. Donc, parce que le chiffre des 100 000, il était déjà atteint il y a déjà un certain temps. En tout cas, au niveau des pertes confirmées, le ministère russe de la Défense, monsieur Sergueï Shoïgu, avait donné un total de 100 000 pertes. Donc, ils avaient compté les morts et les blessés, mais c'était déjà au mois de septembre. Et entre-temps, il y a eu 2 mois de bataille extrêmement intense vers la frontière entre la région de Kharkov et celle de Lugansk, qui a aussi été un hachoir à viande. Là, Artyomovsk, depuis 2 mois, c'est une boucherie. Je veux dire, même des journaux américains comme le New York Times admettent qu'ils ont à peu près 250 blessés par jour. Or, comme on a à peu près un ratio de autant de morts que de blessés, ça veut dire que sur une portion du front, ils ont au moins 200 morts par jour. C'est catastrophique. Enfin, je veux dire, on se rend bien compte qu'à ce rythme-là, rien qu'en un mois, et juste sur cette portion du front, ils ont déjà 6 000 morts. Ouais. Donc, c'est énorme. Ouais. Mais dans toute guerre de chiffres comme ça, il y a un récit derrière. Et parce que parler de ces chiffres-là et de voir le fait que le président Zelensky le nie, ces chiffres vont à l'encontre d'un récit un peu officiel dans les pays occidentaux, selon lequel il vogue tranquillement vers la victoire et la libération totale. Oui. L'Ukraine va gagner. En fait, là, je pense que ce qui se passe, c'est que petit à petit, les élites occidentales comprennent que ils ont beau envoyer des armes, ils ont beau envoyer des mercenaires, ils ont beau envoyer de l'argent, que ça va pas marcher. Ils comprennent bien. Et là, le coût du soutien à l'Ukraine devient littéralement insoutenable. On voit maintenant la France qui commence à dire plus ou moins officieusement déjà, on l'a vu dans un article sur Politico, qu'on peut pas qualifier de pro-russe, que la France a dit clairement, là on peut plus rien donner à l'Ukraine, on lui a donné tout ce qu'on pouvait, on a déjà déshabillé notre armée pour leur donner tout ce qui était possible, là on peut pas aller plus loin, pas sans mettre en danger notre propre pays et notre propre armée. Et le problème, c'est que c'est généralisé. On voit de plus en plus de publications, entre autres dans les médias américains et britanniques, disant là, on a épuisé les stocks de munitions, on peut plus rien leur donner. Donc, ces chiffres, ça vient tout doucement pour commencer à infléchir le récit qui était, oui, l'Ukraine va gagner, pour tout doucement expliquer, en fait, non, ils sont en train de se faire broyer et ça va mal se terminer. Donc, ils sont obligés de corriger petit à petit, on va dire, le narratif, parce qu'ils peuvent pas d'un seul coup dire, en fait, c'est complètement foutu et on a jeté l'argent par les fenêtres, parce que là, s'ils faisaient ça, je pense que ça se terminerait très très mal pour certaines élites occidentales, parce que quand vous commencez à dire à vos habitants que va falloir couper l'électricité parce qu'il faut soutenir l'Ukraine, et qu'après vous leur dites, mais en fait, ils vont perdre, là, ça va pas passer, quoi. Oui, mais les chiffres démontrent, sont en quelque sorte une preuve que les Américains et ses alliés et vassaux sont prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Autrement dit, le coût est énorme pour les Ukrainiens aussi. Je veux dire, le nombre de morts. Là. Ah oui, non, mais c'est terrifiant. Et surtout quand on compte le fait qu'ils ont un nombre de blessés, et entre autres de blessés graves, qui doit être à peu près équivalent, c'est-à-dire des hommes qui ont perdu une, voire 2 jambes. Là, j'ai vu récemment un mercenaire
je sais plus s'il était américain ou géorgien, enfin un mercenaire étranger, qui a perdu la moitié d'un bras et puis l'autre main, quoi. Enfin, je veux dire, ces gens-là, enfin, ils pourront plus jamais retourner sur le champ de bataille et puis même retourner à la vie civile, ça va être compliqué. Donc oui, ils sont en train de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. D'ailleurs, il y a eu un officiel américain hein, ou britannique qui avait dit, je crois que c'était Boris Johnson. Oui, c'était Boris Johnson qui avait dit que l'Ukraine se battrait jusqu'au dernier Ukrainien, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Enfin, je veux dire. Le problème, c'est que il y a des Ukrainiens qui commencent à ouvrir les yeux. On voit des manifestations, entre autres, de femmes ou de mères de soldats ukrainiens. Qui exigent de savoir où sont leurs maris, où sont leurs fils, parce qu'on leur raconte qu'ils sont portés disparus, sauf qu'il y a tel chiffre de portés disparus que, bon, là, il y a quand même quelque chose qui va pas, hein. Et donc, il y en a quelques-uns qui commencent à se dire à comprendre qu'en fait, ceux qui sont marqués comme disparus, ce sont les morts. Ouais. Simplement, Kiev ne les déclare pas comme morts pour ne pas avoir à payer à la famille l'indemnisation qui est légalement due, parce que ça fait très vite des gros montants et que l'Ukraine est déjà en état de faillite. Je veux dire, l'Occident a beau injecter des milliards et des milliards, ils ont annoncé qu'ils allaient avoir un déficit budgétaire cette année qui est juste mirobolant. Enfin, et pour mettre, je rappelle, on parle avec Christelle Néant, qui est journaliste basée dans le Donbass et dont les écrits se trouvent sur le site important qui s'appelle le Donbass Insider, qui sont souvent repris par Réseau International et plusieurs autres. Christelle Néant, quand on voit tant de bouchers, tant de morts sur le champ de bataille, souvent on arrive, la solution pour mettre fin à ça, c'est les négos. Et qui, selon vous, bloque les négos à ce moment-ci? Parce qu'il y a eu tentative de négocier au mois de mars de cette année, un mois et demi après le début de l'opération militaire spéciale. Qu'est-ce qui bloque une solution de négocier? C'est l'Occident. Zelensky était prêt à signer un accord avec la Russie au mois de mars. Boris Johnson a débarqué à Kiev et ça a été terminé. Ouais. C'est tout. C'est-à-dire, on leur a dit non, vous négociez pas, on va vous donner de l'argent, on va vous donner des armes, on va former vos soldats. Mais en résultat, on s'aperçoit là, entre autres à Artyomovsk, que entraîner des soldats ukrainiens à mener une guerre de type guérilla, comme ce que les Américains ou les Britanniques ont rencontré en Irak ou en Afghanistan, ça marche pas bien contre l'armée russe. Ouais. Parce que quand vous combattez des gars en tongs avec des kalachnikovs, c'est pas la même chose que quand vous combattez la deuxième armée au monde, qui a énormément d'artillerie lourde, de lance-roquettes multiples en grande quantité, qui a des missiles et même maintenant des drones kamikazes extrêmement efficaces. Non, là c'est pas du tout. Et résultat des courses, ce qu'ils ont enseigné à ces soldats et officiers ukrainiens s'avère être catastrophique, puisque ça les envoie à la boucherie. C'est ce qu'on voit actuellement à Artyomovsk, où ils ont appliqué toutes ces tactiques de petits pick-up légers, de petits groupes avec des pick-up légers et pas du tout avec des gros blindés et des couvertures d'artillerie lourde importantes. Et résultat des courses, eh bien, ils se font littéralement décimer par l'artillerie russe. Ils se font détruire leur réserve de munitions ou leur réserve de carburant à coups de missiles ou à coups de drones kamikazes, hein, donc qui sont les Guéran, donc c'est traduit en français, c'est les géraniums. Ils ont des fleurs. Ils ont des noms de fleurs. C'est en fait la version russe du fameux drone Shahed, le Shahed 136. Mais tout ça, il y a eu d'énormes erreurs de stratégie. Alors oui, ils ont eu certains succès grâce, entre autres, à l'énorme poids du renseignement américain, puisque les Américains ont partagé avec eux d'énormes quantités de données, entre autres satellites, de surveillance satellite, etc. Mais au final, non, ça s'avère contre-productif, parce que tu peux pas appliquer contre la Russie la même tactique contre les talibans en Afghanistan ou contre l'armée de Saddam Hussein. On n'est pas du tout dans le même niveau d'armée, quoi. Non. Donc donc là ça devient vraiment vraiment catastrophique. Là on voit qu'Artyomovsk, ils essaient d'envoyer
de nouveau du nombre, des renforts, mais ils envoient tout et n'importe quoi. Ouais. Ils envoient des bataillons de défense territoriale, ils envoient même maintenant des hommes qui font partie du service de sécurité des frontières. Ouais. Ouais, ouais. Donc, puis, ils cherchent à avoir du monde. Voilà, ils essayent de mobiliser n'importe qui. Là, par exemple, comme ils ont des problèmes de coupure d'électricité, etc., ils ont installé des espèces de tentes dans les villes, des espèces de points de chauffage où les gens peuvent venir se réchauffer un petit peu, recharger leur téléphone, etc. Eh bien, vous avez des soldats qui attendent à l'entrée pour, s'ils voient qu'il y a un homme, hop, Ouais. ils lui donnent la convocation pour aller au commissariat militaire, pour aller servir. Donc, ils en sont là. Enfin, je veux dire, quand... Ouais. C'est très révélateur. Avant de passer à un autre sujet, est-ce qu'on peut dire que les soi-disant grandes victoires de Kharkov et de Kherson, c'est des illusions totales? Autrement dit, Oui, parce qu'ici, oui. on chantait la victoire, les médias étaient, voilà, ils sont finis les Russes. Ah oui, non. Mais ces Non, deux... il y a eu un effet de surprise parce qu'en fait, à chaque fois, l'armée russe se retire en fait d'elle-même pour des raisons stratégiques, parce que c'est comme lorsqu'ils avaient avancé vers Kiev. Le but d'avancer vers Kiev, c'était de détourner des troupes pour qu'elles puissent pas venir renforcer les leurs dans le Donbass, donc c'est-à-dire de faire une diversion. Et aussi, c'était le deuxième but potentiel, c'était d'essayer de pousser des officiers supérieurs de l'armée à se dire bon, là, faut qu'on arrête avec l'autre clown là qui nous sert de président. On arrête les frais, on le renverse et on signe une paix avec la Russie. Bon, ça n'a pas marché. Donc la Russie s'est retirée de la région de Kiev. Et en fait, la région de Kharkov, ça a été la même. Le but, ça a été aussi au départ, c'était de créer un couloir qui permettait toute la logistique depuis la frontière nord pour aller libérer toute la République populaire de Lougansk. Une fois que ça s'était fait, en fait, ils n'avaient plus besoin de ce couloir en particulier et ils avaient besoin de redéployer les hommes plutôt vers le Donbass. Donc, à chaque fois, en fait, ils se retirent. Ouais. Ce qui a eu lieu vers Kharkov, où là, il y a eu une mauvaise surprise, ça a été Krasny Liman. C'est-à-dire qu'en fait, les Russes se sont retirés, mais en fait, la ligne défensive n'avait pas été encore assez préparée, et donc, en fait, les Ukrainiens, justement, en jouant sur le surnombre et avec ces groupes extrêmement mobiles et quelques erreurs du commandant qui était sur place, russe, ont réussi à reprendre Krasny Liman. Ça, effectivement, ça là-dessus, c'était pas du tout dans le plan. Mais Kherson, c'est la même histoire, c'est-à-dire la Russie s'est retirée de Kherson. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y avait que 2 ponts qui permettaient de passer le Dniepr à cet endroit-là. Le fleuve est très large, il fait plus d'1 kilomètre à cet endroit-là. Et le pont Antonov, comme le barrage de Novaya Kakhovka, était régulièrement bombardé par l'armée ukrainienne à coups de HIMARS, ce qui compliquait énormément la logistique, non seulement pour l'armée russe, mais même pour les civils, c'est-à-dire amener de la nourriture, des produits de première nécessité pour que les magasins dans la ville puissent les vendre, c'était déjà compliqué. Et de plus en plus, l'armée ukrainienne en fait bombardait le barrage de Novaya Kakhovka avec le risque en fait de détruire complètement ce barrage hydroélectrique. Et puis, si ça avait été le cas, c'est simple, une bonne partie de Kherson aurait été inondée. Ouais. Et l'armée russe se serait retrouvée coupée de ses arrières, puisque là, ça aurait complètement emporté les pontons mobiles qui servaient à faire passer les camions militaires. Donc, la décision, elle était stratégiquement justifiée, c'est-à-dire de se retirer derrière le fleuve pour établir une ligne défensive forte le long de celui-ci, ce qui est beaucoup plus sûr, et la population a été évacuée. Là-dessus, au niveau de Kherson, ça a été beaucoup mieux géré qu'au niveau du retrait de Kharkov et de Krasny Liman. Le plus gros de la population de Kherson a été évacué dans les semaines qui ont précédé le retrait russe, et le retrait russe s'est fait en très bon ordre. Vraiment, ils ont quasiment pas perdu de matériel ni d'hommes lors du retrait. Ça a été très très bien mené. D'ailleurs, ça a été tellement bien mené que les Ukrainiens ont eu peur. C'est-à-dire, pendant quelques jours, ils osaient pas trop crier victoire et ils pensaient que c'était un coup fourré. Et ils osaient pas trop avancer. Donc, puis il faut finir où ils sont quand même allés. Bon, effectivement, c'était quand même un coup fourré puisque à peine ils ont commencé à rentrer dans Kherson que l'armée russe, elle a commencé à bombarder intensivement
les positions ukrainiennes sur la rive droite du Dniepr, puisque le gros de la population, toutes celles qui étaient pro-russes dans l'ensemble, avaient évacué avec l'armée russe. Donc, si vous voulez, là, ils ont un petit peu moins de scrupules à aller taper sur la ville, maintenant qu'ils sont sûrs que les gens qui les ont soutenus n'y sont plus. Donc, pour ça, effectivement, et donc ils ont perdu les Ukrainiens ont perdu pas mal d'hommes et de matériel dans le front de Kherson lors de la retraite russe. C'est-à-dire que même en reculant, ils leur ont infligé une quantité de dégâts et de morts absolument impressionnante. Artyomovsk, c'est vraiment une boucherie. C'est-à-dire que là, il y a un journal anglais, je crois, qui a interviewé un commandant d'une des unités qui est sur place, une des unités néo-nazies, Svoboda, qui dit lui-même que les champs et les forêts autour d'Artyomovsk sont remplis de cadavres. Oh mon Dieu. Voilà. Donc il ne les compte même plus. C'est-à-dire, il dit on ne compte même plus les corps. Il ne les ramasse même pas, d'ailleurs, non plus. Il les laisse pourrir en plein air. Et donc, oui, non, je pense que les chiffres sont terribles. Oui, et tout ça parce que Washington, Londres, Paris, Berlin ne veulent pas négocier. Et donc, parce s'ils disaient demain à l'Ukraine, négocier maintenant pour mettre fin à ça, l'Ukraine le ferait. Ils ont toujours eu un levier qui a été le levier, entre autres, économique. C'est-à-dire, ils pourraient très bien dire, si vous ne négociez pas, on coupe le robinet, on arrête de vous donner de l'argent. Ça serait très simple, hein. Je veux dire, et c'était quelque chose qui était faisable même à l'époque des accords de Minsk. Je veux dire, les Européens ou les Américains auraient parfaitement pu dire, soit vous appliquez les accords de Minsk, soit on ferme le robinet d'argent. Ils l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait. Et pourtant, ils pouvaient largement, puisque déjà à l'époque, la seule chose qui empêchait la faillite de l'Ukraine, c'était les rentrées d'argent occidentales. Il reste 5 minutes. J'avais une autre question. Vous avez publié des articles de Faina Savinkova, une jeune écrivaine, on parle de 14-15 ans, là, quelque chose. Oui, 14. 14 ans. Pourriez-vous résumer ce qu'elle dit? Parce que je lis les articles et je trouve très intéressant qu'elle est sur un site des personnes à éliminer, un site ukrainien. Ils veulent éliminer des gens et elle, à 14 ans, s'y trouve. Pourriez-vous nous résumer ce qu'elle dit, Faina Savinkova? Oui. Alors, Faina Savinkova, donc c'est une jeune auteure de Lugansk. Elle a commencé à écrire à l'âge de 10-11 ans. Elle a déjà écrit plusieurs romans, entre autres en co-auteur avec Alexandre Kantorovitch, qui est un auteur russe de science-fiction. Et elle a commencé à écrire des textes pour expliquer ce qu'était sa vie en tant qu'enfant dans une zone de guerre. Et du fait qu'elle disait que c'était l'armée ukrainienne qui bombardait les civils, qui avait tué des gens, entre autres lors de du fameux bombardement aérien de Lugansk en juin 2014, eh bien elle s'est retrouvée sur ce site qui s'appelle Mirodvorets, où je suis aussi, où beaucoup d'autres journalistes indépendants sont aussi. En fait, toute personne qui dit la vérité sur ce qui se passe en Ukraine finit sur ce site. Il faut savoir que des gens comme Daria Dugina ou le journaliste ukrainien Oles Bouzina ont été assassinés peu de temps après que leurs données personnelles aient été publiées sur ce site. Donc ce site désigne des cibles et puis en plus fournit par piratage, par corruption, l'adresse, le numéro de téléphone quand ils peuvent l'obtenir, etc. de la cible pour faciliter son élimination. Et donc Faina écrit régulièrement. Elle a écrit à beaucoup de personnalités politiques ou artistiques. Elle a écrit à Roger Waters, elle a écrit au pape, elle a écrit à Emmanuel Macron, elle a écrit à Donald Trump là récemment. Donc elle a écrit, je crois même à Monsieur Scholz. Donc elle essaie un peu d'alerter sur ce qui se passe en Ukraine et de dire mais à un moment il faudrait quand même que vous penchiez quand même sur tout ça et sur le fait qu'il y a une gamine de 14 ans dans une liste de personnes à éliminer, désignées comme ennemies de l'Ukraine, alors qu'elle n'a jamais dit, on va dire, quelque chose de négatif sur l'Ukraine, la langue ukrainienne, les traditions. Non, elle dit simplement les faits, c'est-à-dire le fait qu'il y a des gens et des enfants qui ont été tués et qui meurent encore aujourd'hui ou qui sont blessés à cause de bombardements de l'armée ukrainienne sur les villes du Donbass. Et donc c'est une petite qui est vraiment très intéressante. Là, bientôt vont sortir déjà ses 2 premiers livres en français, c'est-à-dire un recueil de ces textes, justement, on va dire, j'aime pas dire politiques, parce que, ils sont
politique sans l'être réellement, mais où elle explique un peu sa vie, les lettres qu'elle a écrites à différentes personnes, les interviews qu'elle a données, où elle explique un peu sa vie, pourquoi elle s'est plongée dans l'écriture. Et son premier roman commun avec Alexandre Kantorowicz, Ce derrière ton épaule, aussi sortira en même temps en français. Voilà, donc ceux qui veulent l'acheter, vous pouvez trouver sur Donbass Insider, il y a un article avec le lien vers le site où les livres sont déjà en pré-vente. Donc si vous voulez les acheter, eh ben voilà, ce sera une très très bonne occasion. D'ailleurs, je recommande vraiment entre autres le roman, il est vraiment superbe. Et vraiment, enfin, c'est un roman sur la lutte entre le bien et le mal, avec des enfants, des chats un peu magiques, des hiboux un peu maléfiques, et des histoires de services secrets et de soldats ou de guerriers, puisque ça se passe. Ça va de la Rousse de Kiev jusqu'à la guerre actuelle dans le Donbass, en passant par la Seconde Guerre mondiale et la guerre russo-turque du XIXe siècle. Mais non, mais ça a l'air très intéressant. Surtout, elle a vécu à l'âge de, si je comprends bien, là, à partir de l'âge de 6 ans, 5 ans, à Lugansk, une guerre. Elle était ukrainienne et elle souffrait, elle subissait les bombes ukrainiennes dans sa ville de ça. Christelle Néant, c'est toujours intéressant de vous revoir et de vous parler. Puis je dis aux auditeurs, auditrices, je la vois ici sur Skype. C'est un plaisir d'interviewer en personne. Alors, merci beaucoup pour cette entrevue. Puis on va revenir dans le 2023. Merci beaucoup. Continue à faire ton travail de journaliste. Merci. Merci. Au plaisir. Au revoir. Alors, c'était Christelle Néant, vraiment.